Charles Darwin, L'origine des espèces, épisode 8. Chapitre 3. La lutte pour l'existence. Son influence sur la sélection naturelle. Ce terme pris dans un sens large. Progression géométrique de l'augmentation des individus. Augmentation rapide des animaux et des plantes acclimatées. Nature des obstacles qui empêchent cette augmentation. Compétition universelle. Effet du climat. Le grand nombre des individus devient une protection. Rapport complexe entre tous les animaux et entre toutes les plantes. La lutte pour l'existence est très acharnée entre les individus et les variétés de la même espèce, souvent aussi entre les espèces du même genre. Les rapports d'organisme à organisme sont les plus importants de tous les rapports. Avant d'aborder la discussion du sujet de ce chapitre, il est bon d'indiquer en quelques mots quelle est l'influence de la lutte pour l'existence sur la sélection naturelle. Nous avons vu, dans le précédent chapitre, qu'il existe une certaine variabilité individuelle chez les êtres organisés à l'état sauvage. Je ne crois pas, d'ailleurs, que ce point ait jamais été contesté. Peu nous importe que l'on donne le nom d'espèce, de sous-espèce ou de variété à une multitude de formes douteuses. Peu nous importe, par exemple, quel rang on assigne aux 200 ou 300 formes douteuses des plantes britanniques, pourvu que l'on admette l'existence de variétés bien tranchées. Mais le seul fait de l'existence de variabilité individuelle et de quelques variétés bien tranchées, quoique nécessaires comme point de départ pour la formation des espèces, nous aide fort peu à comprendre comment se forment ces espèces à l'état de nature, comment se sont perfectionnées toutes ces admirables adaptations d'une partie de l'organisme dans ses rapports avec une autre partie, ou avec les conditions de vie, ou bien encore les rapports d'un être organisé avec un autre. Les rapports du pic et du gui nous offrent un exemple frappant de ces admirables coadaptations. Peut-être les exemples suivants sont-ils un peu moins frappants, mais la coadaptation n'en existe pas moins entre le plus humble parasite et le quadrupède ou l'oiseau aux poils ou aux plumes desquels il s'attache, dans la structure du scarabée qui plonge dans l'eau, dans la graine garnie de plumes qui transportent la brise la plus légère. En un mot, nous pouvons remarquer d'admirables adaptations, partout et dans toutes les parties du monde, organisées. On peut encore se demander comment il se fait que les variétés que j'ai appelées espèces naissantes ont fini par se convertir en espèces vraies et distinctes, lesquelles, dans la plupart des cas, diffèrent évidemment beaucoup plus les unes des autres que les variétés d'une même espèce. Comment se forment ces groupes d'espèces, qui constituent ce qu'on appelle des genres distincts, et qui diffèrent plus les unes des autres que les espèces du même genre? Tous ces effets, comme nous l'appliquerons de façon plus détaillée dans le chapitre suivant, découlent d'une même cause, la lutte pour la vie. Grâce à cette lutte, les variations, quelque faibles qu'elles soient, et de quelque cause qu'elles proviennent, tendent à préserver les individus d'une espèce et se transmettent ordinairement à leur descendance, pourvu qu'elles soient utiles à ces individus, dans leur rapport infiniment complexe avec les autres êtres organisés et avec la nature extérieure. Les descendants auront, eux aussi, en vertu de ce fait, une plus grande chance de persister. Car, si les individus d'une espèce quelconque naissent périodiquement, un bien petit nombre peut survivre. J'ai donné à ce principe, en vertu duquel une variation si insignifiante quelle qu'elle soit se conserve et se perpétue, si elle est utile, le nom de sélection naturelle, pour indiquer les rapports de cette sélection avec celles que l'homme peut accomplir. Nous avons vu que, grâce à la sélection, l'homme peut certainement obtenir de grands résultats, et adapter les êtres organisés à ses besoins, en accumulant les variations légères, mais utiles, qui lui sont fournies par la nature. Mais la sélection naturelle, comme nous le verrons plus tard, est une puissance toujours prête à l'action. Puissance aussi supérieure au faible effort de l'homme que les ouvrages de la nature sont supérieurs à ceux de l'art. Discutons actuellement, un peu plus en détail, de la lutte pour l'existence. Je traiterai ce sujet avec les développements qu'il comporte dans un futur ouvrage. Candolle, Linné et Lyell ont démontré, avec leur largeur de vue habituelle, que tous les êtres organisés ont à soutenir une terrible concurrence. Personne n'a traité ce sujet, relativement aux plantes, avec plus d'élévation et de talent que M. W. Herbert, doyen de Manchester. Sa profonde connaissance de la botanique le mettait d'ailleurs à même de le faire avec autorité. Rien de plus facile que d'admettre la vérité de ce principe, la lutte universelle pour la vie. Rien de plus difficile, je parle par expérience,
que d'avoir toujours ce principe présent à l'esprit. Or, à moins qu'il n'en soit ainsi, ou bien on verra mal toute l'économie de la nature, ou on se méprendra sur le sens qu'il convient d'attribuer à tous les faits relatifs à la distribution, à la rareté, à l'abondance, à l'extinction et aux variations des êtres organisés. Nous contemplons la nature brillante de beauté et de bonheur, et nous remarquons souvent une surabondance d'alimentation. Mais nous ne voyons pas, ou nous oublions, que les oiseaux, qui chantent perchés nonchalamment sur une branche, se nourrissent principalement d'insectes ou de graines, et que, ce faisant, ils détruisent continuellement des êtres vivants. Nous oublions que des oiseaux carnassiers ou des bêtes de proie sont aux aguets pour détruire des quantités considérables de ces charmants chanteurs, ou pour dévorer leurs œufs ou leurs petits. Nous ne nous rappelons pas toujours que, s'il y a en certains moments surabondance d'alimentation, il n'en est pas de même pendant toutes les saisons de chaque année. Je dois faire remarquer que j'emploie le terme de lutte pour l'existence dans le sens général et métaphorique, ce qui implique les relations mutuelles de dépendance des êtres organisés, et, ce qui est plus important, non seulement la vie de l'individu, mais son aptitude à sa réussite à se laisser des descendants. On peut certainement affirmer que deux animaux carnivores, en temps de famine, luttent l'un contre l'autre à qui se procurera les aliments nécessaires à son existence. Mais on dit qu'une plante, au bord du désert, lutte pour l'existence contre la sécheresse, alors qu'il serait plus exact de dire que son existence dépend de l'humidité. On pourra dire plus exactement qu'une plante, qui produit annuellement 1 million de graines, sur lesquelles une seule en moyenne parvient à se développer et à mûrir à son tour, lutte avec les plantes de la même espèce ou d'espèces différentes qui recouvrent déjà le sol. Le gui dépend du pommier et de quelques autres arbres. Or, c'est seulement au figuré que l'on pourra dire qu'il lutte contre ces arbres. Car si ces parasites s'établissent en trop grand nombre sur le même arbre, ce dernier languit et meurt. Mais on peut dire que plusieurs gui, poussant ensemble sur la même branche et produisant des graines, luttent l'un avec l'autre. Comme ce sont les oiseaux qui disséminent les graines du gui, son existence dépend d'eux, et l'on pourra dire au figuré que le gui lutte avec d'autres plantes portant des fruits. Car il importe à chaque plante d'amener les oiseaux à manger les fruits qu'elle produit, pour en disséminer la graine. J'emploie donc, pour plus de commodité, le terme général « lutte pour l'existence », dans ses différents sens qui se confondent les uns avec les autres. Chaque être organisé s'efforce de se propager. La destruction des individus à certaines périodes de leur vie empêche seule leur multiplication suivant une progression géométrique. Les limites à la multiplication de chaque espèce, liées à la quantité de nourriture, au climat, peuvent être directes ou indirectes, liées dans le second cas à ce que ces causes favorisent une espèce concurrente. Plusieurs cas bien constatés prouvent combien sont complexes et inattendus les rapports réciproques des êtres organisés qui ont à lutter ensemble dans un même pays. Je me contenterai de citer ici un seul exemple, lequel, bien que fort simple, m'a beaucoup intéressé. Un de mes parents possède, dans le Staffordshire, une propriété où j'ai eu l'occasion de faire de nombreuses recherches, tout à côté d'une grande lande très stérile, qui n'a jamais été cultivée, se trouve un terrain de plusieurs centaines d'acres, ayant exactement la même nature, mais qui a été enclos, il y a 25 ans, et planté de pins sylvestres. Ces plantations ont amené dans la végétation de la partie enclose de la lande des changements si remarquables que l'on croiserait passer d'une région à une autre. Non seulement le nombre proportionnel des bruyères ordinaires a complètement changé, mais 12 espèces de plantes, sans compter des herbes et des carex, qui n'existent pas dans la lande prospère de la partie plantée. L'effet produit sur les insectes a été encore plus grand, car on trouve à chaque pas, dans les plantations, 6 espèces d'oiseaux insectivores, qu'on ne voit jamais dans la lande, laquelle n'est fréquentée que par 2 ou 3 espèces distinctes d'oiseaux insectivores. Cela nous prouve quel immense changement produit l'introduction d'une seule espèce d'arbre, car on n'a fait aucune culture sur cette terre. On s'est contenté de l'enclore, de façon que le bétail ne puisse entrer. Il est vrai qu'une clôture est aussi un élément fort important, dont j'ai pu observer les effets auprès de Farnham, dans le comté de Surrey. Là se trouvent d'immenses landes,
plantés çà et là, sur le sommet des collines, de quelques groupes de vieux pins sylvestres. Pendant ces 10 dernières années, on a enclos quelques-unes de ces landes, et aujourd'hui il pousse de toutes parts une quantité de jeunes pins, venus naturellement et si rapprochés les uns des autres, que tous ne peuvent pas vivre. Quand j'ai appris que ces jeunes arbres n'avaient été ni semés ni plantés, j'ai été tellement surpris que je me rendis à plusieurs endroits, d'où je pouvais embrasser du regard des centaines d'hectares de landes qui n'avaient pas été enclos. Or, il m'a été impossible de rien découvrir, sauf les vieux arbres. En examinant avec plus de soin l'état de la lande, j'ai découvert une multitude de petits plants qui avaient été rongés par les bestiaux. Dans l'espace d'un seul mètre carré, à une distance de quelques centaines de mètres de l'un des vieux arbres, j'ai compté 32 jeunes plants. L'un d'eux avait 26 anneaux. Il avait donc essayé, pendant bien des années, d'élever sa tête au-dessus des tiges de la bruyère, et il n'y avait pas réussi. Rien d'étonnant donc à ce que le sol se couvrît de jeunes pins vigoureux, dès que la clôture ont été établies. Et cependant, ces landes sont si stériles et si étendues que personne n'aurait pu imaginer que les bestiaux auraient pu y trouver des aliments. Nous voyons ici que l'existence du pin sylvestre dépend absolument de la présence ou de l'absence des bestiaux. Dans quelques parties du monde, l'existence du bétail dépend de certains insectes. Le Paraguay offre peut-être l'exemple le plus frappant de ce fait. Dans ce pays, ni les bestiaux, ni les chevaux, ni les chiens ne sont retournés à l'état sauvage, bien que le contraire se soit produit sur une grande échelle dans les régions situées au nord et au sud. Azara et Ranger ont démontré qu'il faut attribuer ce fait à l'existence au Paraguay d'une certaine mouche qui dépose ses œufs dans les nombrils de ces animaux, immédiatement après leur naissance. La multiplication de ces mouches, quelque nombreuses qu'elles soient d'ailleurs, doit être ordinairement entravée par quelques freins, probablement par le développement d'autres insectes parasites. Or donc, si certains oiseaux insectivores diminuaient au Paraguay, les insectes parasites augmenteraient probablement en nombre, ce qui amènerait la disparition des mouches, et alors, bestiaux et chevaux retourneraient à l'état sauvage, ce qui aurait pour résultat que certains de modifier considérablement la végétation, comme j'ai pu l'observer moi-même dans plusieurs parties de l'Amérique méridionale. La végétation, à son tour, aurait une grande influence sur les insectes, et l'augmentation de ceux-ci provoquerait, comme nous venons de le voir, par exemple du Staffordshire, le développement d'oiseaux insectivores et ainsi de suite, en cercle toujours de plus en plus complexe. Ce n'est pas que, dans la nature, les rapports soient toujours aussi simples que cela. La lutte dans la lutte doit toujours se reproduire avec des succès différents. Cependant, dans le cours des siècles, les forces se balancent si exactement que la face de la nature reste uniforme pendant d'immenses périodes, bien qu'assurément la cause la plus insignifiante suffise pour assurer la victoire à tel ou tel être organisé. Néanmoins, notre ignorance est si profonde et notre variété si grande que nous nous étonnons quand nous apprenons l'extinction d'un être organisé. Comme nous ne comprenons pas les causes de cette extinction, nous ne savons qu'invoquer des cataclysmes qui viennent désoler le monde et inventer des lois sur la durée des formes vivantes. Encore un autre exemple pour bien faire comprendre quels rapports complexes relient entre eux des plantes et des animaux fort éloignés les uns des autres dans l'échelle de la nature. J'aurai plus tard l'occasion de démontrer que les insectes, dans mon jardin, ne visitent jamais le Lobelia fulgens, plante exotique, et qu'en conséquence, en raison de sa conformation particulière, cette plante ne produit jamais de graines. Il faut absolument, pour les féconder, que les insectes visitent presque toutes nos orchidées, car ce sont eux qui transportent le pollen d'une fleur à une autre. Après de nombreuses expériences, j'ai reconnu que le bourdon est presque indispensable pour la fécondation de la pensée. Viola tricolore. Parce que les autres insectes du genre abeille ne visitent pas cette fleur. J'ai reconnu également que les visites des abeilles sont nécessaires pour la fécondation du trèfle. Mais le bourdon seul visite le trèfle rouge, Trifolium prantense, parce que les autres abeilles ne peuvent pas en atteindre le nectar. Le nombre de bourdons dans un district quelconque dépend dans une grande mesure du nombre des mulots qui détruisent leurs nids et leurs rayons de miel. Or, H. Newman, qui a longtemps étudié les habitudes du bourdon, croit que plus des 2/3 de ces insectes sont ainsi détruits chaque année en Angleterre. D'autre part, chacun sait que le nombre des mulots dépend essentiellement de celui des chats. Et Newman ajoute: «
J'ai remarqué que les nids de bourdons sont plus abondants près des villages et des petites villes, ce que j'attribue au plus grand nombre de chats qui détruisent les mulots. Il est donc parfaitement possible que la présence d'un animal félin dans une localité puisse déterminer, dans cette même localité, l'abondance de certaines fleurs en raison de l'intervention des souris et des abeilles. Différents freins, dont l'action se fait sentir à diverses époques de la vie et pendant certaines saisons de l'année, affectent donc l'existence de chaque espèce. Les uns sont très efficaces, les autres le sont moins. Mais l'effet de tous est de déterminer la quantité moyenne des individus d'une espèce ou l'existence même de chacune d'elles. On pourrait démontrer que, dans quelques cas, des freins absolument différents agissent sur la même espèce, dans certains districts. Quand on considère les plantes et les arbustes qui constituent une forêt, on est tenté d'attribuer leur nombre proportionnel à ce que l'on appelle le hasard. Mais c'est là une erreur profonde. Chacun sait que, quand on abat une forêt américaine, une végétation toute différente surgit. On a observé que d'anciennes ruines indiennes, dans le sud des États-Unis, ruines qui devaient être jadis isolées des arbres, présentent aujourd'hui la même diversité, la même proportion d'essence que les forêts vierges environnantes. Or, quel combat doit s'être livré pendant de longs siècles entre les différentes espèces d'arbres, dont chacune répandait annuellement ses graines par milliers? Quelle guerre incessante d'insecte à insecte! Quelle lutte entre les insectes, les limaces et d'autres animaux analogues avec les oiseaux et les bêtes de proie, tous s'efforçant de multiplier, se mangeant les uns les autres, ou se nourrissant de la substance des arbres, de leurs graines, ou de leurs jeunes pousses, ou des autres plantes qui ont d'abord couvert le sol et qui empêchaient par conséquent la croissance des arbres. Quand l'on jette en l'air une poignée de plumes, elles retombent toutes sur le sol en vertu de certaines lois définies. Mais combien le problème de leur chute est simple quand on le compare à celui des actions et des réactions des plantes et des animaux innombrables, qui, pendant le cours des siècles, ont déterminé les quantités proportionnelles des espèces d'arbres qui croissent aujourd'hui sur les ruines indiennes. La dépendance d'un être organisé vis-à-vis d'un autre, telle que celle du parasite dans ses rapports avec sa proie, se manifeste d'ordinaire entre des êtres très éloignés les uns des autres dans l'échelle de la nature. Tel, quelquefois, est aussi le cas pour certains animaux que l'on peut considérer comme luttant l'un avec l'autre pour l'existence, et cela dans le sens le plus strict du mot. Les sauterelles, par exemple, et les quadrupèdes herbivores. Mais la lutte est presque toujours beaucoup plus acharnée entre les individus appartenant à la même espèce. En effet, ils fréquentent les mêmes districts, recherchent la même nourriture, et sont exposés aux mêmes dangers. La lutte est presque aussi acharnée quand il s'agit de variétés de la même espèce, et la plupart du temps, elle est courte. Si, par exemple, on sème ensemble plusieurs variétés de formes et que l'on sème l'année suivante la graine mélangée provenant de la première récolte, les variétés qui conviennent le mieux au sol et au climat, et qui naturellement se trouvent être les plus fécondes, l'emportent sur les autres produisant le plus de graines, et en conséquence, au bout de quelques années, supplantant toutes les autres variétés. Cela est si vrai que, pour conserver un mélange de variétés aussi voisines que le sont celles des pois de senteur, il faut chaque année recueillir séparément les graines de chaque variété et avoir soin de les mélanger dans la proportion voulue. Autrement, les variétés les plus faibles diminuent peu à peu et finissent par disparaître. Il en est de même pour les variétés de moutons. On affirme que certaines variétés de montagne affament à tel point les autres qu'on ne peut les laisser ensemble dans les mêmes pâturages. Le même résultat s'est produit quand on a voulu conserver, ensemble, différentes variétés de sangsues médicinales. Il est même douteux que toutes les variétés de nos plantes cultivées et de nos animaux domestiques aient si exactement la même force et les mêmes habitudes, et la même constitution que les proportions premières d'une masse mélangée puissent se maintenir pendant une demi-douzaine de générations, si, comme dans les races à l'état sauvage, on laisse la lutte s'engager entre elles et si l'on n'a pas soin de conserver annuellement une proportion exacte entre les graines ou les petits. Les espèces appartenant au même genre ont presque toujours, bien qu'il y ait beaucoup d'exceptions à cette règle, des habitudes et une constitution presque semblables. La lutte entre ces espèces est donc beaucoup plus acharnée, si elles se trouvent placées en concurrence les unes avec les autres, que si cette lutte s'engage entre des espèces appartenant à des genres distincts. L'extension récente qu'a prise dans certaines parties des États-Unis une espèce d'hirondelle qui a causé l'extinction d'une autre espèce nous offre un exemple de ce fait. Le développement de la grive des rennes a amené, dans certaines parties de l'Écosse, la rareté croissante de la grive musicienne. Combien de fois n'avons-nous pas entendu dire qu'une espèce de rat a chassé une autre espèce devant elle,
sous les climats les plus divers. En Russie, la petite blatte d'Asie a chassé devant elle sa grande congénère. Une espèce de moutarde en supplante une autre, et ainsi de suite. Nous pouvons concevoir à peu près comment il se fait que la concurrence soit plus vive entre les formes alliées, qui remplissent presque la même place dans l'économie de la nature. Mais il est très probable que, dans aucun cas, nous ne pourrions indiquer les raisons exactes de la victoire remportée par une espèce sur une autre dans la grande bataille de la vie. Les remarques que je viens de faire conduisent à un corollaire de la plus haute importance, c'est-à-dire que la structure de chaque être organisé est en rapport, dans les points les plus essentiels et quelquefois cependant les plus cachés, avec celle de tous les êtres organisés avec lesquels il se trouve en concurrence, pour son alimentation et pour sa résidence, et avec celle de tous ceux qui lui servent de proie ou contre lesquels il a à se défendre. La conformation des dents et des griffes du tigre, celle des pattes et des crochets des parasites, qui s'attaquent aux poils du tigre, offre une confirmation évidente de cette loi. Les admirables graines emplumées du pissenlit et les pattes aplaties et frangées des coléoptères aquatiques ne semblent tout d'abord en rapport qu'avec l'air et avec l'eau. Cependant, l'avantage présenté par les graines emplumées se trouve, sans aucun doute, en rapport direct avec le sol déjà garni d'autres plantes, de façon que les graines puissent se distribuer dans un grand espace et tomber sur un terrain qui n'est pas encore occupé. Chez les coléoptères aquatiques, la structure des jambes, si admirablement adaptée pour qu'ils puissent plonger, lui permet de lutter avec d'autres insectes aquatiques pour chercher sa proie, ou pour échapper aux attaques d'autres animaux. La substance nutritive déposée dans les graines de bien des plantes semble, à première vue, ne présenter aucune espèce de rapport avec d'autres plantes. Mais la croissance vigoureuse des jeunes plants provenant de ces graines, les pois et les haricots par exemple, quand on les sème au milieu d'autres graminées, paraît indiquer que le principal avantage de cette substance est de favoriser la croissance des semis, dans la lutte qu'ils ont à soutenir contre les autres plantes qui poussent autour d'eux. Pourquoi chaque forme végétale ne se multiplie-t-elle pas dans toute l'étendue de sa région naturelle, jusqu'à doubler ou quadrupler le nombre de ses représentants? Nous savons parfaitement qu'elle peut supporter un peu plus de chaleur ou de froid, un peu plus d'humidité ou de sécheresse, car nous savons qu'elle habite des régions plus chaudes ou plus froides, plus humides ou plus sèches. Cet exemple nous démontre que, si nous désirons donner à une plante le moyen d'accroître le nombre de ses représentants, il faut la mettre en état de vaincre ses concurrents et de déjouer les attaques des animaux qui s'en nourrissent. Sur les limites de son habitat géographique, un changement de constitution en rapport avec le climat lui serait d'un avantage certain. Mais nous avons toute raison de croire que quelques plantes ou quelques animaux seulement s'étendent assez loin pour être exclusivement détruits par la rigueur du climat. C'est seulement aux confins extrêmes de la vie, dans les régions arctiques ou sur les limites d'un désert absolu, que cesse la compétition. Que la terre soit très froide ou très sèche, il n'y en aura pas moins de compétition entre quelques espèces ou entre les individus de la même espèce pour occuper les endroits les plus chauds ou les plus humides. Il en résulte que les conditions d'existence d'une plante ou d'un animal placé dans un pays nouveau, au milieu de nouveaux compétiteurs, doivent se modifier de façon essentielle, bien que le climat soit parfaitement identique à celui de son ancien habitat. Si l'on souhaite que le nombre de ses représentants s'accroisse dans sa nouvelle patrie, il faut modifier l'animal ou la plante tout autrement que ne l'aurait fait dans son ancienne patrie. Car il faut lui procurer certains avantages sur un ensemble de concurrents ou d'ennemis tous différents. Rien de plus facile que d'essayer ainsi en imagination de procurer à une espèce certains avantages sur une autre. Mais dans la pratique, il est plus que probable que nous ne saurions pas ce qu'il y a à faire. Cela seul devrait suffire à nous convaincre de notre ignorance sur les rapports mutuels qui existent entre tous les êtres organisés. C'est là une vérité qui nous est aussi nécessaire qu'elle nous est difficile à comprendre. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous rappeler à tout instant que tous les êtres organisés s'efforcent perpétuellement de se multiplier selon une progression géométrique, que chacun d'eux, à certaines périodes de sa vie, pendant certaines saisons de l'année, dans le cours de chaque génération ou à de certains intervalles, doit lutter pour l'existence et être exposé à une grande destruction. La pensée de cette lutte universelle provoque de tristes réflexions, mais nous pouvons nous consoler avec la certitude que la guerre n'est pas incessante dans la nature, que la peur y est inconnue, que la mort est généralement prompte, et que ce sont les êtres vigoureux, sains et heureux qui survivent et se multiplient.